Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Et on s'intéresse aujourd'hui au Made in France. L'engouement est là, c'est indéniable. Et dans les rayons, les drapeaux bleu, blanc, rouge fleurissent comme les assortiments de produits locaux. Mais où commence vraiment le Made in France? Comment distinguer le bon grain de l'ivraie? Comment savoir si la mention France ou la cocarde tricolore relève plus de la promotion que de toute autre considération? Le Made in France peut-il résister face à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat? On fait le point aujourd'hui avec Laurent Moisson. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes l'un des cofondateurs des Forces françaises de l'industrie. C'est un réseau d'entrepreneurs, de dirigeants de PME, de grands groupes qui souhaitent s'engager dans un combat, celui de réindustrialiser la France. Comment se porte aujourd'hui le Made in France, Laurent Moisson? Alors, on va dire que dans le cœur des Français et dans l'actualité, il se porte très bien. Je pense que nous avons gagné la bataille de l'opinion. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous avez, en fait, si vous voulez, le Made in France, c'est quelque chose qui agrège beaucoup de valeurs éthiques. Vous avez naturellement un attachement à notre beau pays, mais également, quand on va notamment sur des sujets plus agricoles, à un terroir, à un circuit court. Qui dit circuit court dit problématique autour du climat, de l'écologie, de beaucoup de choses comme ça. Et puis, vous avez finalement tout ce qui est sociétal, c'est-à-dire comment... L'emploi, d'ailleurs ? Il y a l'emploi, il y a les carrières, il y a la quête de sens, c'est-à-dire comment donner du sens à son travail, notamment en s'enracinant dans une région ou dans une profession qui est, en matière généralement, tout ce qui touche à l'alimentation, c'est quelque chose d'assez concret. Et quand on met ça, j'allais dire, de façon relative avec certains jobs qui deviennent de plus en plus complexes, où on a des cadres qui se demandent à la fin de la journée si les 8 heures de réunion d'affilée qu'ils ont fait, ça a vraiment du sens. Là, vous êtes les mains dans la terre, ou alors vous avez un produit concret, vous avez des clients en face qui se régalent, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, vous pouvez constater, j'allais dire, votre utilité de façon assez simple. Et ça remet au-dessus de la pile des choix de métiers un certain nombre de professions qui avaient été jugées à une époque comme... Les voies de garage, peut-être un petit peu, après une scolarité un peu chaotique. C'est ça. Je pense qu'il y a tout un tas de métiers, que ça soit, parce que nous, notre sujet, on va dire, historique, c'était plutôt l'industrie. Maintenant, on s'intéresse beaucoup à la gastronomie, on s'intéresse à d'autres secteurs. Et c'est toujours un peu la même chose, si vous voulez. C'est des métiers où on a dit, c'est pour les derniers de la classe. Et là, on voit des premiers de la classe qui reviennent. On voit des gens qui ont fait de très belles carrières, qui sont très heureux à faire ça, et qui, du coup, rayonnent un petit peu. Alors, il y a aussi des problèmes. On parle beaucoup du mal-être des agriculteurs, notamment. Donc, tout n'est pas rose. Mais vous avez quand même, en tout cas, un engouement qu'on sent, et ce qui fait que, pour répondre à votre question, c'est comment se porte le Made in France, on sent un engouement, oui, comme je viens de le dire, beaucoup plus fort auprès des gens qui veulent s'y investir. En France, alors, à l'exception des fruits et des légumes, de la viande aussi, du lait, le marquage de l'origine des produits alimentaires n'est absolument pas obligatoire. Comment on peut l'expliquer ? On peut l'expliquer parce que je pense que... alors, d'abord, vous avez des problématiques de transformation. C'est-à-dire que les produits alimentaires que vous avez cités, on est plutôt... on est relativement au point quand on se compare, je ne parle pas dans l'absolu, mais quand on se compare à d'autres pays, en France, vous avez un étiquetage, vous avez une traçabilité qui est plutôt bonne sur les produits que vous avez cités, donc les produits primaires qui ne sont pas transformés. Le problème, c'est sur la transformation, c'est sur les produits transformés, où là, vous pouvez avoir des opérations qui sont réalisées ponctuellement dans d'autres pays, et qui font que, même s'il y a un joli drapeau bleu, blanc, rouge, en fait, il n'y a pas de certification, en tout cas, il n'y a pas d'assurance et de transparence pour savoir vraiment d'où ça vient. Donc le sujet, il est beaucoup plus autour de la filière, on va dire, agroalimentaire, que sur tout ce qu'on peut voir sur nos marchés, même si il y a aussi des petits malins qui veulent contourner un certain nombre de choses. Justement, on y reviendra, mais il y a différentes mentions fabriquées en France, le Made in France, c'est quoi finalement la différence? Parce qu'effectivement, par exemple, si vous prenez une viande élevée en France, qui va être peut-être transformée en partie,
je ne sais pas, en Allemagne. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver finalement sur le produit là ? Bah oui, ça c'est toute la problématique. C'est qu'en fait, vous avez souvent le code des douanes qui est le Made in France et le code des douanes. Enfin, donc là, on est au niveau européen, on est d'accord ? On est alors non sur la partie non, c'est-à-dire que le code des douanes le code des douanes français va vous dire si ce produit a le droit à l'appellation Made in France ou pas. Voilà. D'accord. Après, le code des douanes, il est assez light, c'est-à-dire qu'à une époque, il suffisait de faire une toute petite opération en France pour avoir l'appellation, enfin pas l'appellation, enfin si, l'appellation Made in France. Oui. Donc vous commencez à avoir des certifications, et notamment mon associé Gilles Attaf. Origine France Garantie. Exactement, Origine France Garantie, fait très attention à ça. Alors est plutôt, on va dire, a plutôt de l'avance sur les produits transformés non alimentaires et commence à s'intéresser aux produits alimentaires parce qu'il y a un peu le même sujet. Quand vous avez des AOC par exemple, vous avez un cahier des charges très strict. Oui, et notamment géographique. Oui. C'est pas du tout le cas pour les mentions que vous avez citées tout à l'heure. Donc le sujet, c'est qu'il faut avoir une capacité à auditer ces produits. Généralement, c'est des organismes de certification indépendants. Et il y a une profusion de labels. Comment on s'y retrouve finalement ? Alors, comment expliquer qu'il n'y ait pas une seule certification émanant de l'État ? Mais parce que nous sommes en France. Donc, si il n'y a pas un petit peu de complexité, c'est quand même que... ça serait pas drôle. Ça serait pas drôle, voilà. Mais ça perd le consommateur. Alors, le consommateur est perdu, d'autant que je pense que, pour répondre à votre question, ça n'est que mon avis, mais je crois qu'on a pris ces sujets-là sous un biais qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que la question qui intéressait les gens, c'était beaucoup plus de connaître la qualité de ce qu'on mange que d'en connaître la provenance. Un produit bio, vous avez aujourd'hui un certain nombre de labels, de certifications qui vont vous rassurer et qui sont plutôt bien faits. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges. Bon, après... choisissez le bon cahier des charges. On associe généralement le Made in France à la qualité. Oui, mais alors pour le coup, il y a eu pas mal de scandales. Vous voyez, parfois vous achetiez des choses, c'était pas forcément la bonne viande, surtout sur les produits transformés. Donc on sait très bien qu'il y a quand même des choses qui sont passées là-dessus. Enfin, c'est plutôt des passoires. Donc si vous commencez à regarder si un produit il a été fait selon un label qui va vous rassurer parce que les qualités nutritives, parce que l'impact sur la nature du produit vont être cohérents avec ce que vous voulez vous mettre dans l'estomac, c'est très différent de l'origine. Donc vous pouvez tout à fait avoir des labels qui sont attribués, qui sont plutôt sains, qui sont attribués sur un produit qui du coup sort plutôt sain, mais après il va traverser le monde entier pour venir dans votre assiette. Et donc maintenant, on commence, enfin c'est pas que ça commence, c'est que ça fait un moment qu'un certain nombre de consommateurs disent « Ok, très bien, le produit... il a été produit de façon saine, mais il a fait 4 fois le tour du monde pour terminer dans mon assiette. Donc finalement, empreinte écologique. Voilà. Donc là, on remet sur une couche de qualité et j'allais dire, de cahier des charges de transformation ou de cueillette ou de traitement, ou voire même, j'allais dire, d'agriculture, enfin vraiment secteur primaire, c'est-à-dire sans transformation, mais c'est comment est-ce que vous allez traiter les sols, comment vous allez récolter, enfin, etc. Mais il faut faire une jonction entre ça et la provenance. Donc vous avez un certain nombre de labels qui vont cumuler les deux, mais ce n'est pas le cas de tous. Et comme en fait c'est parfois des groupements, c'est des associations, il y a eu beaucoup d'initiatives là-dessus, et si vous voulez faire coïncider tout ça sous quelque chose de clair et de simple, c'est pas toujours c'est pas toujours bien fait. Non plus. Voilà, c'est pas simple non plus. Ouais. Dans l'alimentation et l'agriculture, derrière le Made in France, on retrouve un concept qui a été largement porté, surtout depuis la crise sanitaire, c'est la souveraineté alimentaire. Et derrière la souveraineté alimentaire, il y a un enjeu majeur, celui de la relocalisation, que vous connaissez bien. Vous nous le disiez, vous commencez à travailler, j'imagine, avec les industries agroalimentaires sur ce point. Oui. Est-ce qu'il y a une prise de conscience plus importante ces derniers mois, j'ai envie de dire, maintenant 2 ans, mais vous sentez qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de s'opérer ? Alors, les industries alimentaires, alors peut-être un élément de contexte, là, aux Forces françaises de l'industrie, on a créé des structures d'accélération pour faire
croître les PME, pour les aider. Et ensuite, on s'est cotisé un certain nombre de membres pour créer des véhicules d'investissement. Donc le premier a été plutôt fait sur des produits textiles, maroquinerie, enfin tous les savoir-faire français connus là-dessus. Et là, on lance les forces françaises de la gastronomie. Donc on va faire exactement la même chose dans des métiers de la gastronomie. Donc effectivement, on s'intéresse beaucoup à tout ça, mais avec un point de départ qui n'est pas du tout le même. S'il y a bien un secteur, enfin dans les secteurs qui ont bien résisté à la délocalisation, le secteur agroalimentaire est plutôt un bon élève là-dessus. C'est-à-dire que oui, vous avez des importations d'un certain nombre de choses, mais c'est un secteur qui exporte beaucoup, qui est assez puissant, qui est fait, on va dire, avec des belles sociétés, mais aussi des PME. Il y a un écosystème qui fonctionne. Donc la prise de conscience, elle est forte, elle est forte depuis longtemps, et il n'y a pas cette urgence. Il y a dans d'autres secteurs qu'il y a ailleurs. On ne part pas de... Enfin, vous avez, là, vous voyez, je porte une veste qui a été faite à Limoges. Si cette usine devait ne plus exister, il y a quasiment plus d'endroits en France où vous pouvez en fabriquer d'équivalent. Donc, dans certains secteurs, c'est absolument dramatique. Le secteur de l'agroalimentaire, ce n'est pas du tout le cas. Du coup, je ne sais plus ce que vous m'avez posé comme question. Je vais vous en poser une autre avant de nous quitter, parce que le chrono tourne malheureusement. On est quand même dans un contexte d'inflation avec des prix qui augmentent. La souveraineté, c'était ça. La souveraineté, exactement. Justement, en parlant de souveraineté, est-ce que les Français sont prêts encore à payer peut-être un peu plus cher pour manger français, alors qu'aujourd'hui, les prix augmentent considérablement ? Est-ce que là, on ne risque pas de se retrouver, comme pour le bio, et de voir le Made in France décrocher ? Alors, d'abord, vous avez effectivement un problème qui est quasiment géopolitique, qui est comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tout ce beau monde, étant donné qu'on a quand même de gros producteurs de céréales qui aujourd'hui ont autre chose à faire que cultiver leur champ. Donc jusqu'à maintenant, l'agriculture française, qui était assez productiviste, arrivait d'une part à nourrir sa population, mais également à exporter. On a mis en place un certain nombre de pratiques très vertueuses pour l'environnement, mais qui produisent un petit peu moins, donc on exporte moins. On s'est même rendu compte que sur un certain nombre de produits, on se remettait à importer. La question du prix se pose comme partout, comme sur tous les produits. Nous, on a pu constater que sur un certain nombre d'autres produits transformés, quand vous avez 5% d'écart, les gens sont prêts à mettre 5% de plus. Ça peut aller jusqu'à 10% de plus pour payer un produit français. Quand vous avez des fraises françaises qui sont beaucoup plus chères que d'autres qui viennent d'Espagne, on arrive à avoir une population qui achète ces fraises-là, mais ce n'est pas la majorité, même si ça progresse. Donc là, on n'est pas sur une prise de conscience qui est majeure. Encore une fois, on a gagné la bataille de l'opinion, les gens sont prêts à le faire. Maintenant, il faut passer à l'acte. Derrière les bonnes intentions, quand il faut payer, ce n'est pas pareil. Merci beaucoup, Laurent Moisson. Je rappelle que vous êtes cofondateur des Forces françaises de l'industrie. C'est la fin de cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une excellente journée sur Bismart.